On n'a pas de son en visio. Soisic, je ne sais pas si tu es en train de parler, mais on n'entend rien du tout en visio. Excusez-moi, est-ce que c'est possible d'allumer le micro de votre côté? Nous n'avons pas le son en visio.
Alors, est-ce que vous nous entendez maintenant? Oui, c'est parfait, on entend. Et avant, vous n'entendiez rien, c'est ça? Exactement, on n'entendait pas. On a raté les 5 premières diapos. Mais merci en tout cas. Bon, on l'avait enregistré. Ouais, je pense que franchement, elles étaient très très bien présentées, très bien écrites. Il y a peut-être, si vous les avez lues, on n'a pas rajouté grand-chose par oral. On continue? Je pense qu'on peut continuer, ouais. Non, ou tu veux refaire, Swazik? Non, c'est bon, bah, si je peux éviter de refaire, ça marche. Ouais, franchement, tout était écrit. Ouais. Voilà, bah, continue peut-être. D'accord, donc j'avais dit, donc revoir la quantité de féculents, revoir l'équilibre alimentaire, donc journalière, et du coup, revoir l'hydratation, qu'on va voir justement ensuite. Hop. Donc voilà, ça c'était du coup la petite introduction sur le microbiote. Et ensuite, je pense que Bruno, il va reprendre le relais par rapport aux troubles gastro-intestinaux. On pourra en reparler après. Donc par rapport à l'acidose musculaire. Donc au cours des exercices, la production d'énergie génère une formation importante de protons par le muscle, créant une acidose musculaire. Ces protons donc, peuvent aussi traverser la membrane musculaire pour générer alors une acidose sanguine. L'accumulation de protons donc, peut altérer le couplage excitation au sein du muscle, ce qui nuit à la contraction musculaire et sur les réactions du métabolisme énergétique et ralentir donc, du coup la production d'énergie. Donc, le corps utilise alors 3 systèmes contre l'acidose, à savoir les capacités tampons sanguines et musculaires, la participation de l'appareil respiratoire à la régulation du pH au cours de l'exercice et le rein aussi participe sur le long terme. Donc, la capacité musculaire, donc bien sûr, l'adaptation musculaire augmentera avec l'entraînement quotidien et du coup diminuera avec l'inactivité. Du coup, il faudra alcaliniser le corps, tamponner du coup le flux de protons. Donc, pour tamponner l'acidité, un apport des minéraux alcalins pendant et après l'effort physique, mais aussi quotidiennement. Donc, comment faire? Donc, le traitement au niveau de la micronutrition, on va avoir un apport en bicarbonate. Excusez-moi, juste une petite question. Vous aviez réservé la salle pour cette Oui. Avec madame, avec qui? Non, parce que je suis dedans aussi, alors c'est vrai qu'il y a un problème. Ah. Vous vous souvenez avec Oui, bah, la secrétaire de la direction des soins. Ouais. Et voilà, maintenant on est dehors. Je ne sais pas où. On a un Zoom en plus, donc je ne sais pas si vous avez un Zoom ou pas. Comment? On est sur Zoom aussi, donc il n'y a pas des gens que ici. Ah oui, non, mais il y a dû avoir un bug, il y a forcément un bug au niveau de la réservation des salles. Ça. Bon. C'est celui qui sort dehors, il va dehors. Je verrai avec Fabien parce que. Surtout qu'on l'a demain aussi. Non, mercredi et jeudi, on n'a pas, et vendredi, on a, ouais. Ça ne me pose pas de soucis, c'était vraiment cet après-midi, quoi. Je sais pas où elle est. Ouais. Bon, désolé. Donc, apport en bicarbonate ou citrate de potassium, magnésium, calcium. Du côté de l'assiette, qu'est-ce qu'on va faire? Bien sûr, on va conseiller les consommations de végétaux, donc aliments alcalins. Et dans les aliments alcalins, il y a les racines, il ne faut pas les oublier. Donc, tout ce qui est pommes de terre, patates douces, songe, manioc. L'hydratation, donc on conseille 500 ml par heure minimum pendant l'activité. Et compensation après l'effort avec de l'eau bicarbonatée, puis on s'hydrate normalement ensuite. Donc, les recommandations, 1,5 litre à 2 litres par jour. Du coup, les aliments alcalins, c'est ceux qui nous apportent le plus de vitamines et minéraux. Donc, ce sont les fruits et les légumes, plus les racines.
Les légumes et les fruits donc, sont du coup la base de l'équilibre alimentaire. C'est un groupe primordial et ils sont présents à chaque repas. C'est le groupe donc, qui apportera le plus de vitamines, notamment la vitamine C, les minéraux, les fibres solubles et insolubles. Les légumes et les fruits sont également source de glucides. C'est le groupe donc, qui permettra de diminuer l'acidité du repas avec ce qu'on appelle le PRAL. Donc, l'alimentation doit apporter au moins 2 portions de légumes. Donc, évidemment, réparties sur les repas. Ce n'est pas le midi, par exemple, je mange mes 2 portions de légumes, par exemple une entrée et un légume cuit, puis le soir, je n'en mange pas. Donc, c'est une portion de légumes normalement le midi et une portion de légumes le soir et 3 portions de fruits. Donc, pareil, ce n'est pas je mange mon kilo de litchi et j'ai ma portion de fruits, comme c'est en pleine saison maintenant, c'est non, je répartis mes portions de fruits donc dans la journée. Donc, par exemple, un fruit le matin, un fruit le midi, un fruit le soir. Donc, ce n'est pas 3 fruits en même temps. Alors, je vous ai parlé de l'indice PRAL. Donc, l'indice PRAL, c'est un indice qui nous montre l'équilibre acido-basique des aliments. Donc, le PRAL, c'est potentiel rénal acid load. C'est une méthode de calcul pour évaluer la charge acide potentielle véhiculée par un aliment. Donc là, vous voyez que tout à gauche, il y a les fruits et légumes. Ils sont dans le négatif. Ensuite, il y a les matières grasses qui sont neutres. Puis, tous les autres aliments sont donc positifs, sont donc acides. Donc, par exemple, les produits laitiers, c'est acide. La viande, le poisson et les œufs, c'est acide. Les féculents, c'est acide. Et le fromage, par exemple, plus il va être du fromage à pâte dure, plus il va être acide. D'accord? Donc, si on regarde cette diapositive, si on mange, par exemple, des pâtes avec du poulet et de l'emmental après un entraînement, on verra que le repas il sera très acide. Donc là, vous avez justement deux exemples de repas. Par exemple, le petit déjeuner, pain, beurre, miel ou confiture, un café. On regarde le total du PRAL, il est à 3,3. Si on rajoute une banane, voire un laitage, justement pour un peu plus équilibrer ce petit déjeuner-là, on sera dans le négatif. Donc, on aura un petit déjeuner alcalin. Rien qu'en rajoutant un fruit. Le repas, donc riz, grain, curry, par exemple, curry, poulet, yaourt, le total du PRAL, il est à 18,8, donc il est positif. En rajoutant, par exemple, des carottes, des courgettes, des légumes, et voire un fruit en dessert, hein, des raisins, on sera dans le négatif, on sera à moins 1,75. Voilà, donc rien qu'en rajoutant des fruits et des légumes, on a un repas aussi alcalin. Donc ça, c'était justement l'alimentation quotidienne. Donc pendant l'épreuve, il y a un petit, j'ai oublié le N, pendant l'épreuve. Donc ce qu'on conseille, c'est justement boire une boisson d'effort d'apport glucidique à raison de du coup 40 grammes de sucre et 0,5 à 1,5 litre minimum par heure d'effort selon les besoins de réhydratation et de l'intensité de l'exercice. Du coup, on peut conseiller une boisson maison en ajoutant justement du sel dedans. Donc, qu'est-ce qu'on peut conseiller pour justement, on va dire, quand on fait des entraînements quotidiennement, donc on peut utiliser justement le jus de raisin ou jus de pomme qui sont justement alcalins. Donc, 1/3 de jus de raisin ou 1/3 de jus de pomme, 2 tiers d'eau et 2 pincées de sel. Et donc, ça fait une petite boisson maison pendant les entraînements. Donc, on se conseille du coup boire dès le début, toutes les 8 à 10-15 minutes selon la température, 2 à 3 gorgées. Donc, on se conseille de mettre un timer si on est sur des épreuves justement de longue distance pour ne pas oublier de boire. Et de recharger aussi soit en boisson, justement boisson maison, soit en boisson du commerce.
mais ne pas oublier de tout charger, parce que souvent, on part avec une boisson maison ou du commerce, et après, on remplit que avec de l'eau. Et si c'est des entraînements qui durent longtemps, l'eau ne suffira pas. Pour les efforts de moins d'1 heure, la boisson d'effort suffit. Pour les efforts de plus d'1h30, on va pouvoir justement ajouter des aliments solides toutes les 45 minutes à 1 heure selon l'activité, selon le sport. Donc, ça peut être du coup des fruits secs qui sont alcalins, pâtes de fruits, pain d'épices, compote, pommes de terre. Donc, toutes les racines sont très bien justement pour alcaliniser pendant l'effort. Les patates douces, d'autant plus qu'ils ont un index glycémique bas, plus bas que les autres féculents. Un effort de plus de 3 heures, on va rajouter du coup un apport en acides aminés dans la boisson, donc des BCA en raison de 2 grammes pour 500 ml, de la glutamine justement aussi à raison d'1 gramme pour 500 ml, ou on peut utiliser justement les boissons du commerce. Maintenant, les boissons du commerce sont très bien dosées. Ça évite aussi de faire un peu de chimie. On peut les utiliser. À cela, on rajoute du coup des protéines éventuellement, donc du jambon, du poulet, par exemple de la dinde aussi, des œufs, pour justement apporter un peu d'acides aminés. Toujours en pensant à la digestibilité et au transit. Donc, après l'épreuve, du coup, faire attention à l'équilibre acido-basique. Donc, on va privilégier les fruits ou équivalences, donc fruits secs, jus, compote, les légumes frais en conserve, surgelés, les racines, donc tout ce qui est pommes de terre, patates douces, manioc, au cours du repas post-effort. Donc, on ne doit pas abuser de la viande rouge, qui est riche en acides aminés soufrés et acides, jusqu'au lendemain d'une épreuve. On privilégie les laitages, donc pour un apport justement protéique de qualité alpha-lactoalbumine, qui est une protéine du lactosérum. Donc, c'est des protéines rapides où on peut utiliser les boissons de récupération qui sont aussi très bien maintenant dosées. Donc, les principales justement perturbations justifiant l'adoption de la ration de récupération. Donc, au niveau de l'hydratation, avant l'effort, elle est normale, après, elle est abaissée. Au niveau de l'immunité, pareil, normalement, elle est normale, après, elle est abaissée. L'équilibre azote aussi, elle est négative. Glycogène, en général, il est épuisé. L'équilibre acido-basique, on est dans l'acidose. Neurotransmetteurs, on a souvent des altérations. Au niveau de l'appétit, parfois, on remarque une anorexie qui est possible. Au niveau de la circulation rénale, donc elle est temporairement abaissée. Circulation digestive, temporairement réduite. Au niveau de la température, elle est élevée. Et l'intégrité de la cellule, elle est attaquée par les radicaux libres. Mais... À mettre. Merci. Alors, la ration de récupération, donc avoir un apport en liquide de glucides dès que possible. Donc, la boisson, justement, elle doit être alcalinisante, riche en glucides, apporter des acides aminés, hydratantes. Individualiser le conseil aussi. On peut, par exemple, conseiller des yaourts à boire à base de lait de vache ou de soja, ou pourquoi pas du lait avec du chocolat ou un verre de lait en fonction de la personne. Un apport en protéines juste après la séance de musculation ou après une séance de montagne ou un trail ou un sport d'endurance pour assurer justement la reconstitution du glycogène, la synthèse protéique. Relancer l'immunité pour l'équilibre des neurotransmetteurs en respectant 3 grammes de glucides pour 1 gramme de protéines. Donc, au niveau de la chronologie de la récupération, donc à l'arrivée, 30 minutes, dans les 30 minutes, ce qu'on conseille, c'est boire une eau gazeuse sodique, donc par exemple riche en bicarbonate, type Silaos à La Réunion, ou Vichy Centior. Une boisson glucidique, donc peu concentrée, certaines boissons de récupération. Et ou un fruit ou équivalent. Donc, c'était notre discussion justement des boissons, des sodas justement à l'arrivée. C'est vrai que le coca, par exemple, à l'arrivée,
c'est une boisson qui est qui est acide. Donc, ça va justement à l'encontre de notre équilibre acido-basique. Donc, si le sportif il boit que ça, bah, on va être dans l'acidité. Si par contre, c'est vrai qu'il tamponne avec un apport en fruits, là, pourquoi pas. Mais on va dire que le coca n'est pas la boisson idéale pour la récupération. Ensuite, dans les 30 minutes à 1 heure, on va continuer notre boisson gazeuse, glucidique. Et là, on peut introduire des protéines liquides, donc le plus tôt possible en fonction du confort digestif. Ça peut être une boisson de récupération contenant des acides aminés essentiels ou, pourquoi pas, du lait de vache ou de soja ou une boisson lactée, par exemple. Dans les 1 heure à 180 minutes, les boissons, on continue. Ensuite, on pourrait introduire les solides, donc une collation glucidique et ou un repas. Et là, on peut commencer à introduire le thé, le café, la bière. On voit souvent du tout coup à l'arrivée des épreuves. La bière, donc il ne faut pas oublier que c'est une boisson qui est diurétique, donc il faut bien être réhydraté avant de la boire. Voilà, j'ai souvent la question. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. La bière, bien sûr, ça fait partie des boissons qui est acidifiante. Le soir, donc au niveau le soir de l'épreuve, on peut donc du coup avoir le repas de récupération en respectant le PRAL, sans oublier les acides gras polyinsaturés indispensables et à longue chaîne, donc les poissons gras, ou les compléments aussi en acides gras pour éviter l'inflammation et favoriser la réparation cellulaire, les glucides, l'eau gazeuse, le sel sur les aliments et les compléments riches en antioxydants, comme on peut utiliser le germe de blé, les levures de bière, etc. Au coucher, deuxième possibilité d'apport d'acides aminés ramifiés, où là, on peut aussi boire une boisson de récupération, pourquoi pas, ou un verre de lait de vache ou de soja, par exemple, pour mieux récupérer. Le lendemain, donc on peut avoir un petit déjeuner riche en fruits, toujours dans l'objectif d'alcaliniser, et en protéines, donc attention au lactose et aux protéines laitières si intolérance. On peut avoir un apport d'oléagineux et en fruits secs, donc source d'acides gras polyinsaturés et de magnésium. Réintroduction de la viande rouge le midi avec les légumes pour temporiser justement l'acido-basique. Les pommes de terre, pourquoi pas, et des huiles riches en oméga 3. Donc éventuellement, poursuivre l'apport en acides aminés ramifiés, donc la boisson de récupération, surtout pour les épreuves avec de très longues distances. Voilà. Merci beaucoup, Swazik, pour cette présentation. Y a-t-il quelqu'un qui a des questions ou des remarques particulières? Moi, j'ai une question. Sur la boisson de moins d'1 heure d'effort, pour moi, il n'y avait même pas besoin d'avoir des glucides ou du sel, donc juste de l'eau, ça suffisait éventuellement. En fait, l'eau à l'effort, elle n'est pas bien absorbée. Il faut du sucre normalement pour que ça soit bien absorbé. Voilà. Donc après, tout va dépendre aussi. C'est vrai que si tu viens juste de déjeuner, pourquoi pas dans la première heure, oui, on peut utiliser de l'eau, voire avec des électrolytes, parce qu'ici, il fait très chaud. Mais si c'est en plein milieu de la journée, c'est quand même bien d'avoir du sucre à l'effort. Après, oui, là, j'ai mis le jus parce que par rapport à l'alcalinisation et aussi à l'apport de vitamines et de minéraux, ça peut être aussi très bien un peu de sirop, voilà, un peu de sucre, quoi. Non, je pense que c'est très bien. C'est une alimentation optimale pour le sportif compétiteur d'endurance ou qui fait beaucoup de sport. Oui. Après, ce qui se discute sur chacun des points, c'est si on ne fait pas ça, qu'est-ce qui se passe? Cette discussion, mais alors déjà, est-ce qu'on peut se priver des compléments alimentaires? Est-ce qu'on peut tout faire avec des aliments? À mon avis, bon, il n'y a pas de réponse, mais ça va être un débat. À partir de quand et qui est-ce qui vient consulter? Bon. Et du coup, alors en effet, quand on voit des diététiciens, le diététicien fait un état des lieux alimentaires, il fait tout le calcul et à la fin, on se rabat sur les compléments. Alors, ma vraie question, c'est est-ce que tu ne penses pas qu'il n'y a pas trop de consommation? Je ne parle pas de tes patients, parce que quand il y a un gros bilan nutritionnel qui a été fait, qu'on veut optimiser ses performances, mais encore, il faudrait-il savoir ce qu'on veut améliorer.
est-ce que tu ne penses pas qu'il y a trop de consommation de compléments alimentaires pour rien? Moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir plein de sportifs qui achètent des trucs à la pharmacie qui ne comprennent rien. Pour rien, oui. Pour répondre à ta question, oui. Maintenant, après, les compléments alimentaires, c'est vrai qu'on peut les utiliser, mais bien évidemment, il faut que ça soit un complément. C'est un complément. Si justement un sportif X, je ne sais pas, va prendre un complément avec aucun intérêt derrière, non. Est-ce que tu penses qu'un sportif qui a des connaissances de base a un intérêt et peut comprendre l'intérêt d'un complément alimentaire? Si on lui explique, oui, mais après, non. S'il va l'acheter comme ça, non. Et est-ce qu'on peut lui expliquer, est-ce que ces connaissances sont accessibles? Et donne-moi, par exemple, un exemple. Parce que moi, je pense que mon message, c'est aucun complément alimentaire. Aucun. À la limite, on peut comprendre quoi? Les oméga 3, et encore, il faut réussir à les capter parce que les huiles, les poissons, c'est compliqué. Et faire le bilan, je ne suis pas sûr que voilà. Après, il y en a plein de gammes, c'est clair. Et plein de gens apprennent plein de compléments pour rien du tout. Ouais. Ah oui, ça, je suis entièrement Et d'accord. après, du coup, si on te les envoie, quelles sont les meilleures indications? Pour toi, tu te dis, ouais, franchement, là, pour me les envoyer, c'est bien. Est-ce que c'est pour augmenter les performances en compète? Parce que c'est sûr que si on fait ça toute sa vie, qu'on fait du sport toute sa vie et qu'on mange bien, franchement, on va être en meilleure santé. Mais franchement, je ne sais pas sur quel point exactement, quel est le plus intéressant. Et même, je vais pousser les choses, c'est est-ce qu'à la fin, l'organisme ne s'adapte pas? C'est-à-dire qu'on arrête tous les compléments, on mange naturel, on regarde ce qui se passe et l'organisme va s'adapter. C'est vraiment le cas pour les antioxydants où pendant des années, on a donné des antioxydants et on se rend compte vraiment chez le sportif qu'ils ont diminué leur défense antioxydante. Ah, mais tout à fait. Du coup, il y a, à mon avis, un réel danger, ouais. Je ne sais pas ton avis là-dessus, ouais. Après, c'est pour ça que ton topo est vraiment très bien, parce que c'est ce qu'on fait dans le sport de compète. À l'époque, ils étaient donc déjà corticoïdes, caféine, et puis après, ils rajoutaient, etc. À la fin, ça finissait par PO, peau belge, voilà. Et là-dedans, en effet, si on veut, on met BCA, glutamine, mais on est toujours à rajouter. À court terme, bon. Question du coup, par exemple, les efforts très longs, par contre, les compléments, ça peut être utile parce qu'on n'arrive pas à ingérer assez long et répété, on va dire, comme le Tour de France, par exemple. Est-ce qu'ils arrivent à ingérer assez de calories? Est-ce que du coup, les compléments là sont pas… Après, là, ouais, c'est deux choses. C'est les calories qui sont complètement différentes. Il y a des compléments, en fait. Après, les compléments, ça ne va pas être forcément des calories. Après, c'est sûr que plus on va faire du sport, plus on va avoir besoin en apport en minéraux et en vitamines. Donc, et en plus, en ce moment, l'alimentation couvre nos besoins en vitamines par rapport à la terre, etc. Donc, du coup, c'est sûr que c'est pour ça que de temps en temps, oui, on conseille de faire des cures de certains compléments. Et après, dans ce cas-là, pour les sports justement de longue distance, c'est là qu'on va parler de boissons de sport, enfin de boissons énergétiques. Où il faudrait avoir un peu de tout, de ce que je viens de dire en fait. Un peu la situation comme ce que tu dis en fait, c'est que tout ce dont on a besoin avec une bonne éducation et un bon équilibrage alimentaire, il est là. Après, sur des efforts en effet longs, finalement, si c'est difficile, il y a la partie on a du mal à absorber. Et finalement, en fait, c'est un peu chacun qui va lui permettre d'avoir assez d'énergie, si certains est léger et que ça passe mieux qu'en effet s'absorber banane et de grillon. En fait, chacun a fait à son truc et trouver ce qui lui convient tant qu'il a compris à peu près le principe. Et finalement, c'est plus de l'éducation un peu Tout à fait. En fait, c'est ce qu'on fait, hein. Nous, c'est adapter en fonction de chacun, c'est notre rôle. Et c'est que chacun trouve son alimentation quotidienne et à l'effort aussi. Après, c'est vrai que c'est bien d'avoir quand même défini les besoins d'un point de vue strictement scientifique, parce que les gars qui font le grand raid et par exemple qui se ravitaillent au ravito où il y a du pain et du pâté de cochon, on va leur expliquer que, alors je ne sais pas spécialement pour les compléments, mais bon, globalement, il prend de l'eau, à un moment il a besoin d'eau, après il aura besoin de sucre, après s'il ne prend pas assez de sucre, en effet, le premier truc dont il va avoir besoin, c'est peut-être des BCA, et après de la glutamine, mais bon, il ne faut pas le vendre, genre, ouais, pour faire un grand raid, il faut de la BCA, des glutamines, quoi, mais… c'est plus peut-être pour la médecine d'aventure ou des choses comme ça. Mais alors, par exemple, je crois que la plus grosse étude en France sur la nutrition ou la micro ou les compléments, c'était une étude française
qui montraient que ceux qui en prenaient, c'est ceux qui n'en avaient pas besoin. Donc, toutes les ventes étaient faites par, en gros, plutôt des femmes de milieux socioculturels élevés qui avaient besoin de rien, parce qu'elles mangeaient plein de fruits et légumes et qui avaient besoin de rien. Et les pauvres SDF qui ne gagnaient même pas le SMIC et tout, qui, eux, étaient carencés en tout, et ben ils n'avaient rien. Et en sport, c'est vraiment le débat. Ouais. Du coup, quel ton avoir? Alors moi, sur le Grand Raid, je prends le micro, je dis aucun complément n'est utile. Du coup, parce que personne n'a ce discours-là. Personne n'a ce discours-là. Tout le monde va vous dire, et puis on va même mettre le doute dans la tête des gens. Ah ouais, je vais peut-être quand même perdre ça, je vais peut-être perdre. Mais je vais perdre quoi en fait? Du coup, bon. En sachant qu'à la base, il faudrait une alimentation équilibrée. Ouais, et là, encore une fois, il faut pas Sous réserve. C'est ça. Et qu'est-ce que tu penses de tous cette mode de timing, de pas manger, en fait, des séquences de jeûne? Jeûne intermittent? Ouais. Là, c'est pareil. Hormis tout, je veux perdre 10 kilos pour être beau, mais dans le cadre du sport, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Qu'est-ce que tu en penses? Le problème à La Réunion, c'est qu'il y a la déshydratation, perte de vitamines, minéraux. Donc, par exemple, là, en ce moment, il fait très chaud. Partir sans boire, sans manger le matin, quand il fait déjà 30-35 degrés le matin, et pour une durée, ça peut être 2 heures. Oui, ça peut être dangereux, quoi. Du coup, c'est la répétition, en fait, qui va faire que, justement, on peut se déshydrater et entraîner tous les problèmes de déshydratation. Après… Cette notion de jeûne, là, on va dire en dehors du sport, tu as une idée Mais après, le jeûne intermittent, à la base, c'est fait pour mettre l'organisme au repos. Pourquoi enlever l'organisme au repos? Pour justement purifier le foie, purifier tout. Voilà. Voilà. Ouais. Ça, c'est voilà. C'est quoi ça? Non, c'est la mode de tous les jours. Moi, je suis incapable, personnellement, je suis incapable de le faire. Mais après, c'est chacun. Moi, je sais que j'ai des patients qui le font, ils sont très bien. Je dis, continuez. Voilà, si vous êtes très bien, vous avez trouvé vos habitudes, pourquoi pas? Voilà, j'ai rien contre. Par contre, la personne qui va me dire, est-ce que vous pensez que c'est trop difficile pour moi? Est-ce que vous pensez que je dois continuer? Je lui dis non. On va changer, on va modifier, on va trouver autre chose. La chose qui va vous permettre justement d'être mieux. Alors, on va adapter à chacun. Il y en a qui ont besoin de manger le matin, d'autres organismes qui n'ont pas l'habitude. Et évidemment, il ne faut pas les obliger non plus, quoi. Donc, à chacun de trouver ses habitudes. Après, pour le sport, comme disait Bruno, c'est vrai qu'il y a aussi les habitudes. Moi, je connais aussi des sportifs qui partent tout le temps à jeun. Et du coup, leur corps, je pense qu'ils sont habitués comme ça. Mais après, ce qu'il faut voir, c'est est-ce qu'ils sont souvent blessés ou pas? Et dans ce cas-là, s'ils sont pas blessés, s'ils continuent, leur organisme est habitué à ça, continue. Mais par contre, si oui, c'est des répétitions de blessures, etc., non, allons voir justement qu'est-ce qui ne va pas. Moi, je pense que l'organisme s'adapte, mais il faut avoir un peu une vision des choses. Par exemple, alors le gagnant des marathons des sables, il finissait… en effet, on dit des fois, nous, on nous apprend en médecine du sport, 2% de déshydratation, c'est 20% de performance. Après, on nous explique que c'est débile parce que tout le monde, c'est vrai qu'on peut voir de tout. Mais en moyenne, sur les sports d'équipe, il ressort à peu près ça. Après, il y a des gens qui arrivent à peu près à se déshydrater. Enfin, si on se déshydrate, ça peut être relativement dangereux. On peut chauffer déjà beaucoup plus, etc. Et on perd vraiment en performance et les organes fonctionnent moins bien, en fait. Mais le gagnant du marathon des sables, il a fini à 41 de température parce qu'il a pu s'adapter. Kylian Jornet, je crois, il a fait 160 bornes en mangeant 3 barres. Parce que lui, il arrive à avoir un haut pourcentage de lipolyse en puisant tout sur les lipides. Il s'est entraîné depuis qu'il est petit. Mais clairement, le gars qui va faire 10 jours de jeûne une fois dans sa vie, parce qu'il vient de Paris et il fait ça, en plus, il vient de Paris, il fait ici et puis il fait un footing à jeûne, il va être complètement déshydraté. À court terme, à mon avis, en plus, le jeûne, ça va être les cellules hyper faibles, les cellules immunitaires qui vont diminuer, etc. Après, ça va provoquer un peu de, je ne sais pas quoi, dans le cerveau qui fait un peu plaisir. Et puis, il y a aussi un phénomène de mode, ouais. À mon avis, il va prendre de danger. Et puis après, jeûner au long terme, en effet, ça peut être apparemment favoriser la lipolyse, ça peut être intéressant. Si on fait toujours ça, c'est un autre problème. C'est, tu vois, on est toujours sur les glucides, enfin, c'est une autre question, mais toujours on favorise les glucides. Et à un moment, on peut peut-être faire un programme où on est un peu moins intensif, moins glucides. Du coup, on favorise la lipolyse. Et du coup, en fait, on adapte son organisme à favoriser la lipolyse et du coup, on tient beaucoup mieux. Il y a des médecins diabétiques, par exemple, il y en a, il a mangé plein de glucides, l'autre pas trop, et l'autre quasiment que des lipides. Il a fait le Grand Raid avec que des lipides, sans glucides.
Alors, en effet, quand on a un régime aérien, du coup, si tu manques de glucides, c'est pas bon pour la défense immunitaire, c'est pas bon pour la récupération musculaire, etc. C'est pas du jour au lendemain, comme tu as dit. C'est pas du jour au lendemain, ouais. Du Voilà. coup, vraiment, il faut prendre du recul par rapport à tout ça. C'est clair que les fruits et légumes et l'équilibre, c'est hyper important. Mais pourquoi et dans quel délai, ça reste à définir. Et il ne faut pas, à mon avis, se faire emporter par des discours commerciaux, quoi. Ah oui, ça c'est sûr. Enfin, ce qui envoie en nutrition. Ouais. Et c'est un peu les commerciaux qui nous font souvent. Bon. Ok. Moi, je reviens sur l'hydratation. C'est une des problématiques que je croise le plus souvent chez mes patients et moi. Bon. Donc, j'ai des difficultés et mes patients, je m'aperçois qu'ils sont souvent déshydratés en fin d'effort. La principale problématique que je rencontre, c'est la fixation hydrique. C'est la quoi? La fixation hydrique, c'est de boire suffisamment. Et quand je bois beaucoup, quand mes patients boivent beaucoup, tu pisses autant. Parce que tu as bu, il n'y a pas de fixation. Parce qu'ils ont bu de l'eau. Voilà. C'est ça. C'est l'eau. 40 grammes de sucre et 2 grammes de sel par litre d'eau pour pouvoir fixer en fait l'hydratation. Comment? Tu vas en pédiatrie. Idéalement, tu fais ça c'est vrai. Alors après, il y a d'autres phénomènes hormonaux hyper complexes qui fait qu'en fait, tu peux à un moment, par exemple, sur un grand raid, tu vas fixer de l'eau et après, tu vas tout pisser parce que tes hormones, elles sont parties en live. Hein. Voilà, C'était ma deuxième question. Ouais. En cours d'effort, il y a des trucs compliqués, en t'en feras rien. post-effort, moi je me tape des migraines monumentales qui sont probablement parce que c'est la déshydratation. Et je n'arrive pas à me réhydrater correctement. J'ai beaucoup de mal à me réhydrater correctement. En fait. Et je le constate, je ne suis pas tout seul. Hein, je m'aperçois que je pense qu'une des grandes parties des tendinopathies post-effort sont dues à une déshydratation. Et je me demandais quels étaient les meilleurs apports hydriques en post-effort pour pouvoir être le mieux. Comme j'ai dit, tout d'abord, une boisson qui permet de diminuer l'acidité. Donc, une eau gazeuse avec du bicarbonate. Et après, justement, bien alcaliniser les fruits, notamment qui apportent du sucre. Donc, ça peut être aussi sous forme de jus au début, pour que ça soit du liquide. Voilà, c'est sûr, si les frais, c'est mieux. Mais pour justement bien s'hydrater. Ok, donc je reviens. Et bien fractionner, justement, après ces apports glucidiques, ces apports hydriques aussi. Pas boire d'un seul coup aussi 1,5 litre d'eau, parce qu'on a l'impression qu'on est déshydraté, mais bien fractionner aussi. Fractionner la quantité. Ouais. Mais après aussi bien s'entraîner. En gros, tu n'as jamais fait un grand raid, après tu vas avoir mal partout. Si tu en fais plein et que tu manges n'importe quoi, après tu n'auras pas trop mal. Oui. Je veux dire, c'est pour prendre du recul par rapport à l'hydratation, genre, tiens, mais j'ai mal à la cheville parce que je suis mal hydraté. Non. C'était un raccourci. C'était un raccourci, mais je m'aperçois que les problématiques. Comme tu parles de vin, toi, par exemple, qu'est-ce que tu bois justement à la fin de tes épreuves? C'est ça qu'il faut regarder. Est-ce que tu as toujours un peu de sucre dans l'eau ou pas? Comment? Est-ce que tu as toujours un peu de sucre dans l'eau ou tu finis avec que de l'eau? En général, le coca, je le noie. Et du coup, en fait, ça me permet de mettre un peu de sucre dans ma flotte. D'accord. C'est ce que j'ai en tête parce qu'il y a en général sur les ultras, mais dans d'autres épreuves. Et après, il faut voir l'alimentation à côté aussi. L'alcalinisation. Ah oui, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. On envoie une diététicienne micronutritionniste qui fait un bilan nutritionniste, qui conseille une alimentation optimale et qui corrige par des compléments si besoin. Tu es d'accord avec ça? Ouais, après, on n'est pas forcément tout le temps que des compléments. La micronutrition, ce n'est pas forcément que des compléments. Mais la base, oui, c'est l'alimentation équilibrée. Et après, on fait aussi des bilans sanguins, en fait. On regarde aussi les bilans sanguins par rapport justement à un diététicien sans être micronutritionniste. Voilà. C'est quoi la différence entre micronutrition et nutrition? En fait, la micronutrition, on va s'intéresser au microbiote déjà. Et on va s'intéresser à tout ce qui est petites particules, donc les acides aminés, les acides gras, les vitamines, les minéraux. C'est quoi nutritionniste? Beaucoup moins, en fait, beaucoup moins.
Par exemple, un diététicien nutritionniste qui n'est pas formé en micronutrition ne va pas du tout s'intéresser au microbiote. Non, ce n'est pas dans notre formation en fait. Voilà, on va s'intéresser à l'équilibre alimentaire, mais tout ce qui est microbiote, intestin, on ne va pas du tout s'en occuper. Moi, je m'intéresse directement par l'inflammation. C'est de la micronutrition en fait. C'est vrai que quand on lit tout ça, en relation avec la nutrition, j'ai du mal à faire la distinction entre la micronutrition et la nutrition. La nutrition, c'est tout ça. Non. La macronutrition, c'est glucides, lipides, protéines, eau, énergie. C'est ça. Les patients diabétiques, déjà, la nutrition, c'est une semble. Ah oui, déjà. Ça suffit. Ça leur donne les malades. Après, c'est. Ouais. Et après, en micronutrition, on va aussi apprendre à lire plus des bilans sanguins aussi. Voilà. Alors que c'est vrai que nous, dans notre formation, on ne nous apprend pas vraiment à lire des bilans sanguins. Ou à interpréter, quoi. Des notions d'aujourd'hui, ce n'est pas l'évolution de la nutrition, on perd la notion actuelle. Il y a des gens qui font que la nutrition sans penser, sans parler de la nutrition. Exactement, ouais. C'est ça. Je pensais que c'est un mouvement d'aujourd'hui. Les microbiotes, je fais mon topo et on finit le débat après j'ai parlé, parce que j'interviens aussi un peu sur exactement le sujet d'ailleurs. Ça sera fait. Moi, je vais 30, je me permets. 10 minutes, non, j'ai moi, je me stresse pas, c'est moi le gardien du temps, je fais ce que je veux du temps. Enfin, non, remarque, pas du tout. Ouais. On a l'air de garder la salle. Alors, du coup, je vais intervenir d'ailleurs sur la macronutrition, parce que peut-être ce sera le plus simple pour commencer. On n'a pas commencé dans le bon ordre. Et après, je voulais intervenir sur les troubles gastro-intestinaux aussi, parce que les troubles gastro-intestinaux, pour moi, il y a un rapport avec l'alimentation, mais il y a un rapport partiel avec l'alimentation. Il y a les troubles gastro-intestinaux qui n'ont pas lieu. Alors, ça va être troubles gastro-intestinaux, exactement. Et ça n'est pas du tout la majeure partie de la problématique. Et du coup, on est souvent face à « j'ai mal au ventre parce que j'ai mal mangé ça », alors que non, j'ai mal au ventre. Et vous allez comprendre que globalement, alors au sport d'endurance, on a souvent mal au ventre, des troubles gastro-intestinaux extrêmement fréquents et qui sont, on va dire, presque physiologiques dus au sport en fait. Qu'est-ce qu'on en fait? On comprend au mieux les choses pour s'adapter au mieux, mais de toute façon, à la fin, on n'aura pas de solution magique. Il faut bien laisser la souris en bas. Comment? Il faut bien laisser la souris sur l'écran du bas. Ah, très bien, très bien. Mais j'ai dit que je commençais par la macronutrition parce que c'est vraiment le plus simple. J'aborderai les troubles gastro-intestinaux après. Alors, très rapidement, je ne suis pas diététicien, donc moi je suis médecin rééducateur et médecin du sport. Donc, alors d'abord, il y a l'énergie totale. On dépense tant d'énergie par jour quand on est sportif, on est sédentaire ou pas. Et si on n'a pas assez d'énergie en général, on a ce qu'on appelle un déficit énergétique relatif en sport. Et quand on manque d'énergie, avant on parlait de triade de la sportive, on disait la sportive de type gymnaste ou sport d'endurance ne mange pas assez et elle manque de masse grasse et il y a un rapport un peu avec la leptine et les problèmes hormonaux et l'ostéoporose. Et tout ça, ça allait avec. On parlait de la triade anorexie, aménorrhée et fracture de fatigue. Maintenant, il y a un nouveau concept, on voit que c'est publié en 2014, où il y a un déficit énergétique relatif en sport, et ça touche aussi bien l'homme que la femme et plein d'organes, quasiment tous les organes, avec des problématiques cardiovasculaires, immunitaires, etc. Donc déjà, si on dépense tant par jour, à la fin, il faut manger tant de calories par jour, au niveau calorique. Après, dans la macronutrition, il y a, alors on va dire, comme on dit habituellement, c'est un peu faux si on rentre dans les détails, mais en gros, les protéines, allez, on va dire que ça construit les muscles. Les glucides, ça donne de l'énergie un peu à court terme et de l'intensif. Et les lipides, ça a pas mal de rôles, mais notamment énergétiques. Quand on fait du sport, on a des réserves qui sont là, par exemple. Pardon. Donc, il faut que j'aille. Donc, en fait, on a le tissu adipeux qui a deux pauvres muscles et qui... En gros, voilà les réserves. Alors, c'est pour ça qu'on mange même en fait un récepteur de sucre, un récepteur gluten. Et après, à J-4, J-3, J-2, on mange énormément de glucides. Et du coup, en fait, on va pouvoir augmenter le volume potentiel
de réserve de glycogène dans le foie et dans les muscles. Et on se retrouve avec ce type de courbe où, en fait, par exemple, on ne mange pas de glucides, hop, on est obligé de garder en fait quelques réserves de glycogène dans son corps. Et après, on mange plein de glucides et puis du coup, on a d'importantes, en bas à droite, réserves. Mais on s'est rendu compte que si on diminue un peu ces apports glucidiques et après on en mange beaucoup, on arrive à peu près aux mêmes réserves à la fin. Du coup, on peut partir, par exemple, pour une compète où on a refait du coup ces réserves. Bon, alors les réserves en lipides, on a compris qu'il n'y a pas besoin de les refaire à très court terme. Elles se font à long terme au fil des mois et des années. Les réserves de glycogène dans le foie et dans les muscles. Et on part en compétition. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Donc ça, c'est un bon exemple. Quand on fait de l'endurance, par exemple, allez, on part sur le Grand Raid puisqu'on est à La Réunion. On part à petite intensité et du coup, il y a un gros pourcentage de l'énergie qui est apportée par les lipides et un petit pourcentage par les glucides. Quand on accélère, hop, on tape un sprint, on augmente la part de glucides puisés. Voilà. Du coup, ça, c'est la courbe qui montre la part de glucides et de lipides en fonction de l'intensité. Donc, par exemple, quand on est à 50% de VO2 max, on utilise 50% de glucides. Alors, 100%, ouais. Bon. Enfin, en gros, une petite part de glucides et une petite part de lipides. Et plus l'intensité est importante, plus on utilise une part de glucides. Et globalement, en fait, donc en gros, plus on met d'intensité, plus on utilise les glucides. Et du coup, pendant l'effort, on essaie de partir plus ou moins avec des grosses réserves et on va apporter des glucides au fur et à mesure de l'effort pour pouvoir continuer à fournir un effort relativement important. Et du coup, on voit que si on apporte du sucre, et bien, du coup, on le digère rapidement et on l'a rapidement disponible. Le fructose un petit peu moins, les maltodextrines encore moins et le glycogène type bactérie, il va falloir un certain temps de digestion et il va se libérer plus lentement dans le corps. Du coup, on va faire ça comme ça et on apporte des glucides en fonction du coup de l'intensité de l'effort. En effet, si on n'apporte pas de glucides, on va pouvoir marcher longtemps, etc. Et l'intensité de l'effort, ben, ça va dépendre par exemple, sur le terrain, de la pente. C'est-à-dire qu'en descente, on dépense pour la même allure moins d'énergie, bien sûr, qu'en montant. Ça va dépendre du terrain. C'est-à-dire que sur du sable, si on court à 7 à l'heure, on va dépenser plus d'énergie que sur du béton, etc. Et on va essayer de compenser, en fait, à chaque fois les pertes pour pouvoir tenir, si on parle du Grand Raid, une demi-journée, une journée, etc. Et bien, ça va être... Et ça va dépendre aussi de la chaleur et de l'humidité. Alors ça, c'est un bon exemple. Plus il fait chaud et humide, plus on va avoir besoin de glucides. Par exemple, là, c'est des sportifs qui sont... alors ça, c'est sur l'hydratation. Bon, on est à peu près pareil sur le glucide. Ouais. Bon, l'hydratation, c'est pareil. Mais un sportif qui tient à peu près à 70% de VO2 max, il va être à 135 battements par minute, il sera en dessous de son seuil lactique. Donc, il va dépenser peu de glucides. S'il fait 40 degrés au lieu de 10 degrés, il va battre à 175 battements par minute et il va être au-dessus de son seuil anaérobie. Du coup, il va avoir 6 millimoles de lactate. Il va être beaucoup plus sur la glycolyse. Du coup, plus il fait chaud et humide, plus on sera sur la glycolyse et donc plus on va épuiser ses réserves. Et plus on va plus ou moins les compenser, mais comme je bloque, on prend moins de glucides pour favoriser la lipolyse, pour pouvoir, parce qu'avec l'entraînement, on va pouvoir décaler la courbe, cette courbe, et plus on s'entraîne, on va dire en déplétion glucidique, enfin haute intensité avec les lipides. De la mobilité. On va pouvoir évacuer plus d'eau avec moins de sel. C'est-à-dire qu'en gros, moins on a entraîné à la chaleur et moins intensif, plus notre sudation sera riche en sel. Et du coup, on va dire quelque part, plus il faudra en apporter. Quelqu'un qui sera très acclimaté va évacuer beaucoup d'eau et pas beaucoup de sel. Voilà, donc on apporte de l'eau, du sel en fonction de tout ça. Et on peut. Alors du coup, c'est bien, mais bon, il y aura des grosses différences entre quelqu'un qui va courir à la chaleur, qui va perdre. Alors, on avait fait une étude du Colorado. On est parti 60 trailers à peu près à entraîner. On a fait 8 tours de 5,5 km avec 300 mètres de dénivelé. Après le premier tour, en moyenne, on a perdu 2,5 kg.
alors qu'on buvait à volonté. Et après, on a fait tout le tour. À la fin, en moyenne, on a perdu 3,5 kg avec alimentation et hydratation habituelle. Du coup, certes, il y a des pertes d'eau, mais il y a aussi des phénomènes neuro-hormonaux relativement complexes qui fait qu'à un moment, on va perdre de l'eau. Mais à moyen et long terme, il faut quand même compenser l'eau puisqu'on ne peut pas courir en montagne pendant 48 heures sans apporter d'eau. L'hyponatrémie, on en parle beaucoup. L'hyponatrémie, c'est pas assez de sang dans le sel. Et alors, du coup, c'est pareil, c'est un peu toujours caricaturé. Si on perd de l'eau et du sel, on n'apporte que de l'eau. Du coup, on va avoir beaucoup d'eau, pas beaucoup de sel. On va finir en hyponatrémie. C'est simple, c'est compréhensible, etc. Mais en fait, on se rend compte que les hyponatrémies n'apparaissent pas. L'exercice prolongé, le stress, marathon, c'est toujours 20%. En ultramarathon, ça peut être plus important. Et c'est multifactoriel, il y a des phénomènes mécaniques, moteurs, ischémiques, etc. Justement, on va voir ça. Après une course dure, relativement intensive. En noir, c'est les femmes, en gris, c'est les hommes, et en blanc, c'est la moyenne. Donc, on voit que les femmes sont plus sujettes aux troubles gastro-intestinaux. On voit que plus l'exercice est intensif, plus on est en vie impérieuse. On arrive, quand elle court rapidement en marathon, à 70%. Du coup, donc il ne faut pas dire run. Du coup, ils courent, ils font du vélo. Quand ils apportaient du coup de l'eau, en effet, avec une boisson glucidique d'effort, on a plus de troubles gastro-intestinaux. Et quand on court, on a beaucoup plus de troubles gastro-intestinaux que quand on fait du vélo. Alors, est-ce que c'est grave? Si à la fin on finit complètement déshydraté, peut-être, mais est-ce qu'on ne peut pas quand même finir le grand L sans trop manger? Alors, on a vu par exemple, là, celle qui a gagné l'UTMB, elle avait des troubles gastro-intestinaux. Alors, des exemples, il n'y a qu'à allumer la télé pour voir que les gens vomissent et puis voilà. Même moi, j'avais en consulte encore la semaine dernière, le père d'un sportif de haut niveau, il dit, oh là, l'entraîneur, il dit, oh là, si on ne vomit pas, c'est que c'est pas assez intensif, qu'est-ce que vous en pensez, docteur? Ouais, ça se discute, c'est pas il faut pas vomir. À la fin, c'est pas très bon pour l'œsophage, on est d'accord, mais à un moment, dire ah non, il faut pas vomir et tout, ça fait quoi de vomir? Et ça fait quoi d'avoir mal au ventre? Est-ce qu'il faut arrêter le sport alors qu'on va tous mourir de sédentarité? Bon, à un moment, il faut admettre que les troubles gastro-intestinaux sont relativement fréquents. Et on sait pourquoi c'est plus dans la course à pied que le vélo? Ouais, justement, c'est la fin du topo. Exact. Du coup, alors, et qu'est-ce qu'on risque? Alors, on risque. Alors là, c'était quoi? Ah oui, durant un triathlon, pareil, on voyait qu'il y avait un gros pourcentage, beaucoup plus en course à pied. C'était lié un peu à la prise de caféine qui joue, on va le voir pourquoi, et à l'apport énergétique le matin. Plus on prend d'apport énergétique, en effet, plus on a de troubles gastro-intestinaux. Ce n'est pas corrélé à l'âge, au BMI, à l'expérience, à la modification de poids et au temps de course. Et c'est corrélé aux antécédents de troubles gastro-intestinaux. Plus on en a, plus on peut en avoir. Alors, oui, c'est ça que je voulais dire. Et du coup, est-ce que c'est grave? Alors, du coup, là, ils ont comparé, ils ont fait une mesure la plus proche possible ou la plus exacte possible de dépense énergétique pendant un ultra-trail, soit qui dure à peu près un jour, soit qui dure 4 jours. Et du coup, ils ont vu que sur un jour, les gens qui avaient des troubles gastro-intestinaux arrivaient quand même à compenser, ils n'avaient pas de carence énergétique. Et globalement, un jour, ça passait. À la fin, ils finissaient. Par contre, sur 4 jours, à la fin, il y avait une grosse différence entre les dépenses énergétiques et l'apport énergétique, et c'était corrélé à des abandons. Ils n'avaient plus assez d'énergie pour finir. Pour donner à peu près un ordre des choses. Voilà. Et du coup, alors, les manifestations à l'effort. Donc, ça peut être grave en réduisant de la dégradation. Ça peut donner des crampes, des douleurs épigastriques, des nausées, des vomissements. Du coup, on peut saigner. Voilà. C'est lié un peu à l'individu, à l'âge. Bon, alors là, j'avais cité qu'une étude. Des fois, on va retrouver que c'était lié à l'âge, des fois que ce n'est pas lié à l'âge. Bon. Aux pathologies digestives sous-jacentes, si on a déjà des problèmes, c'est sûr. Au niveau d'entraînement, vous allez voir que ça joue quand même à l'intensité de l'effort, au stress, à la déshydratation, à l'hyperthermie. Soit c'est lié à l'individu, soit c'est lié à l'environnement, en effet, il y a les deux. Donc, par exemple, les médicaments, le lieu de l'effort, le climat chaud, on va rentrer un peu dans les détails. Alors, du coup, je vais séparer un trouble gastro-intestinaux haut. On va essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Un trouble gastro-intestinaux bas. Du coup, en haut, il y a l'œsophage. Déjà, il va y avoir des remontées acides. C'est déjà extrêmement fréquent dans la population générale. Je crois que sur un mois, c'est 30% de la population. Pourquoi? Parce qu'on a une faiblesse du sphincter inférieur de l'œsophage. On peut avoir une hernie hiatale ou pas d'ailleurs. Et du coup, il y a des facteurs aggravants. Le décubitus, des problèmes de péristaltisme œsophagien qui peuvent jouer.
et des problématiques plutôt chimiques. À l'effort, qu'est-ce qui se passe? Bon, alors, les symptômes, ça va être quoi? Pyrosis, éructation, douleur thoracique, asthme d'effort. Surtout en course à pied. Voilà. Bon, on voit cyclisme, haltérophilie, aviron aussi. Surtout pour des intensités supérieures à 75% de la XC max. Des efforts intensifs. Il n'y a pas vraiment d'influence de la durée pour l'œsophage. Les boissons sucrées et la caféine, ça entraîne une dilatation du sphincter inférieur de l'œsophage. En plus, ça favorise l'acidité gastrique. Donc, ça favorise. Ce qu'il faut surtout voir, c'est que les phénomènes moteurs problématiques ne sont pas retrouvés quand l'effort est inférieur à 70% de la VO2 max. Donc, c'est vraiment lié à l'intensité de l'effort. Et c'est proportionnel à l'intensité de l'effort. C'est rapidement réversible en quelques minutes. Et c'est pareil à peu près pour le sphincter inférieur de l'œsophage. Donc, qu'est-ce qu'on fait? L'entraînement et le chauffement, bon, c'est toujours bénéfique. La nutrition, respecter la vacuité gastrique, s'il n'y a rien dans l'estomac, on n'a pas grand-chose à vomir. C'est assez simpliste, mais bon, c'est sûr que s'il y a énormément de choses, ça va favoriser les reflux. Et les inhibiteurs de la pompe à protons ont une efficacité sur l'acidité gastrique. Au niveau clinique, c'est extrêmement discutable. En gros, les gens vont toujours être symptomatiques, mais on va diminuer l'acidité gastrique et l'acidité, il y aura des études plus tard. Au niveau de l'estomac, bon, rapidement, l'anatomie, il y a l'estomac proximal, l'estomac distal, c'est le corps gastrique et l'antre, et à la fin, il y a le pylore, qui sert à la toute fin au broyage et à l'évacuation en quelques minutes. Normalement, la digestion de l'estomac, c'est quelques minutes après le début du repas. Il y a une coordination entre chacune des zones de l'estomac. La vidange des solides se fait plutôt par péristaltisme antral. La vidange des liquides, plutôt par gradient de pression hydrostatique. Et du coup, dans l'estomac, il y a tous ces facteurs qui vont jouer sur l'évacuation gastrique. Donc déjà, le volume. La durée de la vidange est une fonction croissante logarithmique du volume. Du coup, plus on a de volume, plus on va l'évacuer, mais plus il va falloir en évacuer aussi, en fait. Il y a des facteurs physico-chimiques. Alors, par exemple, les lipides, ils inhibent la vidange gastrique. Du coup, ils empêchent un peu la digestion, on va dire ça comme ça. Les protéines aussi. Les glucides, alors, l'hyperglycémie ralentit la vidange gastrique. Donc, trop, c'est pareil, ça va diminuer. Inversement, l'hypoglycémie accélérait un peu la vidange gastrique. Et l'acidité joue aussi. Il y a une influence de la pression osmotique. Alors, les solutés, alors la hypo ou hyperosmotique ralentissent la vidange gastrique. Donc, les deux en même temps pour l'estomac. Et en fait, alors la charge osmotique de la ration alimentaire varie comme la charge énergétique. Donc, la vidange gastrique est d'autant plus lente que la valeur énergétique du repas est élevée. Donc, en gros, plus on mange, plus on évacue lentement. Il y a une régulation, une influence nerveuse avec le nerf pneumogastrique et des facteurs psycho-affectifs, donc des facteurs neurohormonaux. Donc, la douleur, le stress, les émotions ralentissent la vidange gastrique. Donc, ne pas stresser, c'est facile à dire, mais c'est un truc qui marche. Il y a toute une coordination hormonale relativement complexe. Donc, ça, c'est la physiologie. La physio, je n'oserais pas dire pathologie parce que le sport, ce n'est pas une pathologie. Mais qu'est-ce qui se passe à l'effort? Alors, on va voir. Quand on fait un effort modéré, pareil, ça ne change pas. Alors là, quand on fait des répétitions d'efforts ou quand on est intensif, ça ralentit la vidange gastrique. Donc, l'effort ralentit la vidange gastrique. Sauf un effort type une marche digestive, ça ne va pas changer grand-chose. La chaleur, ça diminue aussi. La déshydratation, alors là, c'est perte de 4% du poids du corps, 80% de troubles gastro-intestinaux. La déshydratation, en elle-même, va favoriser, par des phénomènes un peu ischémiques aussi, les problématiques gastriques. Et du coup, en ce qui concerne aussi l'eau et les sucres, par exemple, quand on prend que de l'eau,
on a un débit de 2,4 litres par heure dans l'estomac. Et dès que les glucides augmentent à 2,5 grammes, donc c'est très, très hypotonique, il y a un risque de ralentissement. Donc, dès qu'on rajoute un peu de sucre, on commence déjà à ralentir la vidange gastrique. Donc, limite au début, on peut apporter que de l'eau. On digère quand même mieux, plus facilement que de l'eau, hypotonique, que de l'eau avec un peu de sucre. Et plus il y a de sucre, moins la vidange gastrique va être importante. Donc, dire isotonique, 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 non, pas spécialement en fait. On peut faire hypotonique, voire que de l'eau. En fait, on va digérer quand même mieux. Donc, il faut voir si on en a vraiment besoin. À un moment, certes, on en aura besoin. Mais globalement, on voit quand on a une solution d'hydrate de carbone à 6%, on diminue, et à 10%, on diminue encore. Le chaud et le froid, bon, idéalement, il faudrait, la vidange gastrique, c'est entre 11 et 15 degrés, c'est l'optimal. Il y a des phénomènes mécaniques, on verra après. Alors, quand on fait une endoscopie, en gros, on a énormément. Alors, par exemple, on a fait courir, ça c'était quoi? Des coureurs, ils ont fait 20 km de course à pied. On a fait une fibro, il y a 100% des gens qui avaient des problématiques avec des gastrites érosives, etc. Et du coup, ça favorise les pertes de fer et du coup, en tout cas, les carences martiales avant d'avoir une anémie ferritrive. Alors, en prévention, qu'est-ce qu'on a? L'entraînement est bénéfique. On a montré que la vidange gastrique pour des efforts modérés serait la même qu'au repos chez des athlètes entraînés. On prévient la déshydratation. Donc, comme a dit Swazik, on s'hydrate petit à petit, régulièrement au cours de l'effort. On prend des hydrates de carbone surtout qui doivent constituer l'essentiel de l'apport énergétique parce que des lipides, on a vu que ce n'est pas vraiment le moment d'en apporter, ça va ralentir la digestion. Les protéines, ça se discute, on a vu qu'on avait peut-être besoin un peu de BCA, de protéines, mais en tout cas, ça ralentit aussi la digestion. Et les glucides, on en a besoin, mais ça ralentit quand même la vidange gastrique, je répète. Et on évite bien sûr les solutions hypertoniques. Donc idéalement, alors là, Swazik l'a dit mieux que moi, pour l'idéal, mais ça va dépendre de l'intensité de l'effort, de la chaleur, de son niveau d'entraînement, etc. On peut rajouter des médicaments, puisqu'on est médecin, on donne des médicaments. Est-ce qu'on a raison? C'est très discutable. En tout cas, le Smecta, pas d'études. Bon, pas de risque à mon avis. Et alors, on a fait un IPP, tiens, je vous le dirai après. IPP dans les 2 jours qui précèdent, ça diminue l'acidité gastrique. Ouais, rien de magique. Donc ça, c'est les atteintes hautes. Les atteintes basses, donc coliques, donc on a des douleurs abdominales. On peut avoir ce qu'on appelle des envies impérieuses, des diarrhées, la diarrhée du coureur, ça s'appelle le runner's throat en anglais, ou des diarrhées simples, alors qui peuvent être dues avant la compétition à l'anxiété. On peut avoir une colopathie fonctionnelle qui s'exacerbe parce que ce n'est pas le fait de sportif qui va nous prévenir des autres types de pathologies. Peut-être aussi parce qu'il y a une réaction anaphylactique déclenchée par l'effort et des problèmes ischémiques aussi. Les points de côté qui sont plus fréquents chez les sujets non entraînés que entraînés. Donc les phénomènes moteurs et de péristaltisme, globalement, la science ne nous dit pas grand-chose, ça varie, mais on ne sait pas trop comment. Après, il y a vraiment des phénomènes mécaniques qui sont importants. Alors déjà, une hypertrophie du psoas. Alors ça, chez le sportif, ça se retrouve beaucoup. Et du coup, le psoas va cogner contre le côlon et ça va entraîner des compressions du côlon sigmoïde. Après, il y a un ébranlement. Ça s'appelle le caecal slap syndrome. C'est le bas-fond caecal. Quand on court, ça cogne, ça cogne, ça cogne, ça cogne. Et à la fin, ce n'est pas très bon. Il y a des cas de volvulus. En gros, ça se tourne et puis voilà. Des vibrations et du coup on perd du sang à la fin. Des phénomènes hormonaux locaux et généraux hyper complexes mais qui interviennent aussi. Le phénomène de perméabilité intestinale, Swazik l'a très bien dit. Je peux reprendre là sur ma diapo, qu'est-ce qu'ils disent? La barrière intestinale, le repos, la muqueuse, c'est une barrière contre les bactéries qui sont présentes. Il y en a, je crois, plus de bactéries dans notre ventre que d'étoiles dans le ciel ou que de neurones dans notre cerveau. On parle d'ailleurs de deuxième cerveau. Et des antigènes alimentaires aussi, en fait. Et maintenant, c'est extrêmement à la mode avec tout ce qui est gluten, caséine, etc. Et les problèmes d'ischémie reperfusion, c'est ça. Mais là, ça vaut le coup de le comprendre en sport. En fait, ce qui se passe, c'est, d'ailleurs, on va voir, l'ischémie, c'est ça. C'est quand on court. Alors, normalement, le volume au repos, ça, c'est le débit sanguin en vert, en bas à droite, au repos. En fait, ça reperfuse. L'oxygène arrive, il y a des radicaux libres.
et du coup, on a une atteinte des cellules épithéliales et des jonctions sérées. Gluten, voilà. Des endotoxines, surtout les lipopolysaccharides, qui sont des composants de la membrane externe des bacides gras négatifs qui sont digestifs. Et ce taux de LPS est grand aussi. Du coup, en fait, on peut très encore une fois, de toute façon, c'est mauvais pour tout. Hein. Pour tous les organes, toutes les questions et tout, c'est jamais bien. Et là, pour ça, c'est pas bien. Et du coup, en gros, il suffit juste de courir et s'arrêter pour avoir une perturbation de ce qu'on appelle le trépied intestinal, la muqueuse intestinale, la flore intestinale et le système immunitaire, parce qu'il y a 70% du système immunitaire qui est dans le tube digestif. Qu'est-ce qui aggrave encore tout ça? Donc les AINS, les antibiotiques, le stress et puis une mauvaise alimentation. Et c'est là où du coup il y a une inflammation de bas grade et c'est là où on fait des gros bilans et alors qu'est-ce qu'il en ressort? Est-ce qu'il faut les faire? Est-ce qu'il ne faut pas les faire? Etc. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de théories. Il y a de la pratique aussi, mais bon. Je trouve des fois, alors moi, c'est vrai que franchement, hein, maintenant, bon, j'ai la parole, je m'exprime, mais on met beaucoup trop sur le compte de problèmes alimentaires, des problèmes qui viennent d'ailleurs. Bon, mais du coup, en effet, il y a des inflammations de bas grade qui on a dit que ça pouvait donner des problèmes ostéotendineux, des problèmes, des adaptations intestinales, on va avoir des un hémoculte. Chez des marathoniens, on a plus de 25% de positifs. C'est une vraie indication d'aller voir la nutritionniste. Et c'est pareil si on fait des pH-métries, mais cliniquement, ça ne change pas grand-chose. Après, il y a des infections qui peuvent se surajouter. On peut avoir la gastro et faire du sport. Et on peut avoir la gastro la veille du grand raid. Il n'y a pas de problème. Et c'est fréquent. Les gastro, c'est relativement fréquent. C'est un gros motif de consultation. Et alors justement, le sport, c'est bon pour le système immunitaire, mais trop de sport très intensif, ça diminue le système immunitaire pendant les jours qui suivent. Et en gros, les sportifs qui sont stressés, alors là, pour le coup, qui manquent de glucides, qui manquent d'eau, qui sont mal nourris, qui sont stressés, qui mangent n'importe comment et qui vont faire un effort intensif, alors là, pour le coup, et puis en plus, qui font un régime à pas manger pendant 24 heures parce que du coup, ils ont trouvé ça à la mode dans le magazine, page 12, et bien globalement, sport, on fait tout ce qu'on déconseille chez le sédentaire, hein, parce qu'on va dire de manger beaucoup de sucre pendant l'exercice. Alors, si on est malade, on limite l'effort intense. On s'hydrate de manière optimale, etc. Donc, moi, quand j'essaie en consultation, il va falloir prendre au moins de temps en temps un peu d'eau en fonction de l'intensité de l'effort, en fonction de la chaleur. Il va falloir aussi s'entraîner, être moins intensif, continuer à s'entraîner. Ce qui n'est pas génial non plus, c'est de partir à fond et de s'arrêter d'un coup, ça fait ischémie-réperfusion. Donc il vaut mieux, on se protège de la chaleur, boisson hypo ou isotonique. À rajouter, on a vu l'effet un effet de barrière. Ça participe à la synthèse notamment de vitamines. Hein. Ça participe à des bactéries, et ils les mettent dans les comprimés, on les avale, et ce qui est l'efficacité de la tolérance d'un probiotique ne peut pas être extrapolée à un autre probiotique. C'est-à-dire que globalement, il n'y a pas de traitement antibiotique. Il y a fait de l'exercice, mais qui sont vraiment de l'ordre de la recherche, mais qui sont relativement intéressantes. Et des études qui vont faire et quelques études, du coup, chez le sportif, chez l'homme, avec tout ça, il en faut pile ce qu'il faut et pas trop. On a fait, j'avais dirigé une thèse en 2015 sur qu'est-ce que très simplement, j'avais un interne, Anthony Kishi, qui était venu me voir il y a 2 ans, il m'a dit « Oh cool, on va faire une thèse sur la spiruline ». Et du coup, on s'est dit, bon, autant supplémenter en fer, mais globalement, voilà. Du coup, les acides aminés, on a vu que c'était le BCA. Je veux bien prendre, à mon avis, ça ne sert à rien. Les BCA, c'est pareil, qui sont encore mieux assimilés dans les produits laitiers. Donc, à la fin, on revient avec l'aliment complet. Ils prennent ça, INS, et 10% qui prennent aussi du paracétamol pour lutter contre la douleur, parce qu'ils ont peur d'avoir mal, et beaucoup en automédication. Et on s'est dit, le gros problème, ils en prennent dans le sac, bon, enfin, ils prennent des AINS. Et du coup, il y a d'autres études en ultra-trail qui disaient qu'ils prenaient des AINS. Et du coup, on a dit, bah non, s'ils prennent des AINS, ça ne va pas être bon pour leur rein, ça ne va pas être bon pour le tube digestif, ça va être bon pour rien. En plus, quand on fait des études sur les AINS, ça diminue. Alors, bon, c'est pas bon pour le rein, c'est pas bon pour la perméabilité intestinale, c'est pas bon pour le cortisol qui est en fait catabolique.
C'est pour ça qu'il y en a, ils se prennent de la testostérone pour pas être trop catabolique. C'est pas bon pour l'inflammation. En fait, les anti-inflammatoires, c'est pro-inflammatoire, si vous voulez. Mais c'est vrai, hein. Alors franchement, je n'avais pas de discours, hein. Je me suis juste plongé dans la littérature pour voir ce qu'il en était. Hein. Mais si vous voulez, bon, on prendra le temps pour refaire le topo pour ceux que ça intéresse. Et alors, sur les performances, des fois, on a fait chrono, on s'est dit, ah ouais, avec des AINS et tout, ils vont peut-être aller plus vite ou moins vite, ou etc. Ça ne diminue pas les douleurs musculaires non plus. Hein. Alors déjà, en fait, ça empêche la cicatrisation. Donc, en fait, les courbatures, par exemple, si on détruit le muscle, ça va reconstruire en 1, 2 ou 3 jours. On va avoir mal à J1, J2, J3. Et ça ne diminue pas les douleurs musculaires, hein, des anti-inflammatoires. Et ça augmente le temps de course. En fait, on court plus lentement. Pourquoi on ne sait pas trop? Probablement pour des phénomènes cardiovasculaires complexes, mais en fait, ça diminue le temps. Donc, ça ne diminue pas les douleurs. C'est bon pour rien. Et en fait, on court plus lentement. Et ça n'empêche pas quand même les labos, si vous avez vu Advil et tout, de nous faire des pubs sur YouTube. On les voit courir, ils disent quelle lombalgie, quelle douleur musculaire, et bam, ils nous mettent Advil, quoi. Bref, on voit ça. Donc, pas d'AINS, pas d'AINS, pas d'AINS. Tiens, ben voilà, tiens, ben je l'avais là, voilà. Et du coup, on a quand même ça comme pub, quoi. Et ben du coup, bon, on remarque qu'il y avait des pubs pour le tabac il y a quelques années. Donc, en gros, pas d'AINS. Alors là, je reviens parce que je dis, bon, du coup, OK, pas d'AINS, on a compris. Alors, à la fin, je dis, bon, paracétamol. Alors, paracétamol, c'est assez intéressant parce que ça peut être considéré comme du dopage. On ne sait pas si ça diminue la douleur en sport. Ça diminue peut-être ça peut augmenter les performances. Alors, je ne sais pas si je suis médecin dans les cas de prévention du dopage, donc c'est clair que quand je parle dans le milieu, on dit que le médecin de la MPD, il n'est pas censé dire ça. Mais il y a des études qui montrent que ça augmente la performance, peut-être parce que du coup, on ne chauffe pas justement. Pour elle, c'est sûrement un des principaux mécanismes de contre-performance. Donc, ça pourrait être vu comme du dopage et ça peut peut-être aussi, en tout cas, en conduite dopante. Alors, ce n'est pas sur la liste des produits interdits, mais ça peut être une type de conduite dopante, surtout si on sait ce que je viens de vous dire. Et on pourrait dire, en tant que médecin, s'il a mal, on lui donne du paracétamol, en tout cas, parce que comme ça, il y aura moins mal, on ne va pas laisser souffrir les gens. Et globalement, on va se dire, est-ce que c'est néfaste ou pas? Bon, ça agit sur le système nerveux et c'est hématolysé par le foie, mais en gros, il faut en prendre au moins 5 fois la dose, si ce n'est 10 fois, pour avoir du métabolisme du foie avec le glutathion. Et pour des doses thérapeutiques, ça donne des hépatites du foie avec des doses thérapeutiques. Et du coup, on pourrait très bien et on a fait une autre étude en 2014 qui est l'étude Metarun, d'ailleurs, donc j'ai la diapo là, où on a vu que les ultra-trailers, et on vient de le découvrir en fait en 2014 si Jérôme Sudriel n'avait pas fait ses prises de sang, voilà. On se retrouve, alors ça, ils ont fait des dosages de fer, de zinc et de sélénium après le grand raid, à J1, J3, J8 et J28. Et du coup, en gros, le fer, le zinc, ça diminue et après ça remonte parce qu'il y a un gros phénomène inflammatoire. Et le sélénium, ça diminue et ça ne remonte pas à J28. Et d'ailleurs, toi, François, tu dois être médecin réanimateur. Je crois qu'en réanimation, quand le taux bas de sélénium est corrélé à morbimortalité. Et qui c'est qui me disait ça? C'était Jérôme Sudrial. Il disait qu'on supplémente au sélénium et on diminue la morbimortalité des patients en réa. Alors, on ne sait pas si on diminue la morbimortalité. Ça peut l'enlever. D'accord. Quelques cas où on en met, c'est pour les chocs septiques. Et c'est pour d'autres causes physiopathes. D'accord. Les interleukines. T'imagines, il y aurait un produit qui diminuerait la morbimortalité en réanimation. Il n'y en a pas. D'accord. Je répète ce que me disait. Bon. À part l'oxygène. D'accord. Tu vois. Bon. En tout cas, je suis d'accord pour ne pas se supplémenter, mais ce qu'on observe, parce que du coup, il y en a qui comparent en fait les phénomènes inflammatoires en post-grand raid à les syndromes de réaction inflammatoire systémique qu'on observe en réa. Ils comparent, enfin, ils dosent des interleukines et ils font l'association. Les interleukines, il y en a beaucoup. Ouais. On ne parle pas des mêmes. Ok. Interleukines. Mais c'est vrai qu'il y a. C'est pas ça qui est extracellulaire. Ouais, je suis d'accord. Parce que là, c'est. Si, au laboratoire, ils dosent le pH extracellulaire. Pas du tout en clinique. 17. Ça peut être très grave ou pas grave du tout. Ouais. C'est pas un chiffre, tu vois. Parce que, est-ce que, Soisy, toi, quelqu'un sait combien vous prenez de calories? Moi, jamais de lui. Après, alors,
l'organisme est bien fait. On a vu en sport d'aventure, on a vu des gars, on a fait des études, c'est intéressant. Je ne sais plus s'ils étaient militaires, GI ou quoi que ce soit. Ils sont barrés dans les pays sous-développés. Ils ont fait ça et ils étaient carencés en rien. Parce que sur place, j'allais dire, ils mangent peut-être des insectes, de la machin, des bidules et tout, et ils manquent de rien en fait. Du coup, se laisser aller aux sensations au long terme, ça marche. La question, c'est se pousser au bout. C'est le gars, il veut finir le grand raid et puis du coup, il se pousse. Ou voilà, à un moment, ce sera bien fait, mais bon, dans quel terme, dans quel délai par exemple, si le gars, il n'a jamais fait le grand raid, il fait, et globalement, il ne boit pas assez, il n'a pas prévu assez d'eau. Ça valait le coup peut-être de calculer. Ou alors, il y a des gens, ils sont bons, par exemple, sur du 6-8 heures. Même là, les locaux, je les vois, moi, pourquoi? Alors ça, c'est pas très compliqué. Le gars, il est vraiment bon sur un 4 à 6 heures. C'est le premier, le podium, quoi. Et à chaque fois, au bout de 10 heures, il stocke, il abandonne. Mais il mange zéro glucide. Par exemple, il a mangé des cacahuètes, on lui dit que c'est bon. On fait juste le bilan, on lui dit, bah non, il faut que tu prennes 20-30 grammes de glucides par heure. Tu te débrouilles comme tu veux, mais tu prends un peu de compote, un peu de bidule, un peu de machin, 1 heure ou 2. Et on va vite voir qu'à un moment, il va être carencé. Voilà. Donc, on peut quand même faire des petits calculs, ouais. Alors, en effet, il faut à qui? Quelqu'un qui va marcher, il va peut-être pouvoir marcher tranquillement tout le long du grand raid. Mais ça se discute. S'il est un peu en surpoids, que ça monte un peu, normalement, il a mangé que des cacahuètes et des graines avec des lipides en pensant que c'était bon, il n'a pas mangé de glucides, il va être en carence glucidique. Du coup, on n'est pas… Après, par expérience, moi, personnellement, je ne calcule pas les calories. Je ne tiens pas compte de ça. Par contre, après, il faut tenir compte des calories vides. C'est la qualité, en fait, après. Voilà, c'est des calories qui servent à quelque chose avec des vitamines, des minéraux, et des aliments qui apportent des calories vides qui ne servent à rien. Toi, tu pèses rien. Non, je ne pèse rien. On n'est pas, voilà. Mais par exemple, si le gars qui va peser, c'est un gars qui prépare un concours de muscu, comme ça, qui va être en déficit calorique. Oui, ça, c'est différent. Les diabétiques, c'est différent. Voilà. Et pour nous, ça, c'est autre chose. On n'est pas obligé de peser, mais on peut savoir, même moi, franchement, de manière très personnelle. Quand tu fais le grand raid, tu as la barre, tu sais que tu as 20 grammes de glucides à peu près. Donc, tu sais, sur un jour… Voilà, on a des équivalences, on a des mesures quand même. C'est comme l'eau, 500 ml, c'est une flasque de 500 ml, quoi. Bon. Et si on perd 1 litre d'eau parce qu'on est à fond, au bout de 3 heures, ça ne va plus passer si on a pris 0 litre, quoi. Je vais aussi demander, qu'est-ce que vous pensez des petites… des petits solutés, j'aime bien ça sur les trails qu'on donne aux bébés, les solutés de réhydratation. Je suis à fond pour. Est-ce que c'est bien ou pas bien? Ah, c'est de la J'ai vu des maltodextrine. résultats miraculeux. Oui, c'est de la maltodextrine, en fait, à la base. Ouais, c'est génial. Oui, c'est très bien. Quelqu'un peut être à plat. Oui. Ouais, c'est de l'eau et des sucres. Alors, tiens, d'ailleurs, moi, je regardais parce que je parlais de tous les compléments alimentaires et du dopage. J'en connais. Oui. Un petit biberon de 200 ml. Il va parler de stock. Tiens, mais pour finir aussi, c'est un peu rigolo. Ah, pardon, vas-y. Ouais, à un moment donné, tu disais J-3, alimentation sans fibres. Après, je dirais plutôt alimentation avec plus de fibres, avec cru, donc plus de légumes et de fruits crus, mais avec quand même un peu de fibres, donc des légumes et des fruits cuits. Pas sans fibres, zéro en fait. Ouais. Parce que sinon, on va se retrouver en cours avec des personnes qui ont un peu des féculents pendant les 3 jours. Voilà. Et après, oui, bon, par rapport au BCA, il y a juste, en fait, on les utilise mal, les BCA. En fait. Voilà. C'est vrai que la personne qui va utiliser les BCA avant, pendant, après, je dirais non. Par contre, il y a des moments pour utiliser les BCA. Voilà. C'est ça qu'on doit leur apprendre, tout simplement. C'est plutôt après. Pendant. Ah non, c'est pendant. Ouais. Bah après, on peut l'apporter par l'alimentation. Pour les longues distances. Ouais, pendant. Voilà. Pour voir les séances de musculation. Mais c'est qu'on les utilise mal. C'est tout. Oui. Oui, et pour finir, alors du coup, sur le dopage et tous les compléments alimentaires, quand on fait un peu une revue de la littérature, ils disent que ce qui est clair, c'est ce qui marche le mieux. Alors, les beaux, de l'effet, l'évolution naturelle de la maladie, quoi, qui peut guérir si on a mal au bide. Après, on attend 5 minutes, on n'a plus mal au bide. Et après, il y a l'effet spécifique de la molécule. Et du coup, comme la caféine, et enfin, juste, voilà, il y a pas mal d'études qui montrent ça au moment de la performance, ils ont montré qu'ils ont pris des sportifs et ils ont fait faire au-dessus de 8 mg/kg. Des fois, on a des perturbations, enfin, on a des tremblements, nausées, vomissements sans augmentation de la performance. Et à d'autres, ils ont donné la dose max 9 mg/kg. On discutait encore hier avec Chris Ovation, mais on me dit, bon, bah, médecin du sport, on ne peut pas dire que les INS ne calment pas la douleur et on ne peut pas dire non plus
que le PO ne marche pas. Bon. Sauf qu'en fait, la seule étude qui a été faite versus placebo qui est sortie dans le Lancet, ça augmente le VO2 max, mais ils ont pris des gars un peu entraînés, sportifs compétiteurs régional, et bien du coup, ils n'ont pas du tout augmenté leur temps ils avaient monté le Mont Ventoux, je crois. Du coup, et après, c'est pareil, il y aura des phénomènes de régulation. Et c'est pareil pour les corticoïdes. Tout le monde prend des corticoïdes, on va dire, tu te dopes aux corticoïdes, donc tu améliores. Mais on sait qu'on augmente les corticoïdes. Après, on en fera peut-être un peu moins et on va être en carence hormonale. Et du coup, tout ça, ça se discute énormément. Ouais. Et du coup, là-dedans, les compléments alimentaires, moi, je suis pour rien et faire d'études. Rien de rien. Un, pas de médicaments d'abord. Et deux, limite, pas de compléments parce que je ne veux pas froisser. Non, mais en gros, il faut faire attention à ça. Ouais. Il faut faire attention. Après, bon. Voilà. Je pense que pour le domaine du sport aussi, ce que je disais, en fait, ils sont tous les sportifs de haut niveau, au niveau trail, marathon, etc. Ils ont une hygiène de vie qui est extrêmement réglée et réglementée. Et par exemple, le judo, moi j'ai été hyper choquée. On est à 10 jours des mondes, ils sont en train de manger bonbon sur bonbon, ils font un peu gaffe à la cantine, mais pas du tout. Il y a une soirée avec une Et pas une semaine avant. Je suis moins d'accord, mais par exemple, c'est comme au niveau, ils ont des équipes pas aussi derrière eux. En réalité, la diététicienne, elle est là 2 jours sur les 10, et puis mais je pense qu'il y a un histoire d'hydratation, de savoir si les gens sont stressés. Il y a un gros travail là-dessus. Pour un peu que ce soit un sport individuel, il y a le kiné ou bien l'entraîneur. Parce que la motivation, c'est vrai que ça joue. Et puis voilà, je ne vais pas dire qu'on peut manger n'importe quoi et être champion du monde, mais presque. Mais du coup, en tout cas, tous les compléments, moi, je les vois. Ils m'expliquent en effet toute la physiologie du complément, de comment ça marche et tout. Ils y croient à mort. Mais en gros, c'est de la croyance. Et c'est quasiment que ça. C'est quasiment que ça. Tout le temps. Et même la nutrition, bon, il faut 2-3 bases, mais en effet, on peut même finir déshydraté et même chauffer. Être déshydraté, être en hypoglycémie, finir à la gare du Tour de France, ils ont 0,35, ils finissent le tour comme ça. Ils finissent un peu déshydratés, du coup, ils sont légers, ils continuent. Du coup, à la fin, on s'adapte, quoi. Donc, bon. Voilà. Les conséquences à long terme. Il faut regarder à long terme aussi. Quand tu parles, tu vois comment ils sont à 60 ans, 70 ans. Ouais. Je ne connais pas. Je regarde tout ça, les Imerts, Maradona, tout ça. À quoi ils ressemblent? 55, 60 ans. Ça fait peur, hein, ce sport à haut niveau avec tant de choses. Il n'y a pas tellement de suivi au l'entreprise. Il y en a zéro qui sont abandonnés tant qu'ils gagnent. C'est les médias, mais après, ils ne sont plus rien. Non, mais c'est l'histoire, il y a un peu un problème éthique en fait. Il y a un moment où on pousse la performance à fond. On sait très bien que le juge ne tiendra plus après et que ce sera pour le dernier combat. Et on se dit, bon, là, il va falloir contrarier, c'est toutes les derniers. En fait, pourquoi il continue encore? Pour moi, c'est continue encore, le jeu qu'il avait il y a quelques années. Et parce qu'on va essayer de l'écarter, et parce que ça va passer pour la fois d'après. Et en fait, après, c'est terminé. Et sauf que c'est leur image, c'est d'un point de vue psychologique. Enfin, là, ils ne peuvent pas en fait perdre. C'est pas possible. Ils ne peuvent pas. Et puis, le médecin, il est entre les deux, parce que c'est des sportifs qui poussent, ou au contraire, qui disent, s'il vous plaît, arrêtez-moi, parce que dites que je ne peux pas le faire, parce qu'en fait, je ne me sens pas psychologiquement de le faire. Et on se retrouve dans des situations quand même assez compliquées, dès qu'on est dans le but. Alors, c'est beaucoup moins vrai quand on fait finalement du sportif comme nous, mais quand on est de niveau, c'est assez. C'est déjà qu'on a cassé avant, c'est ça. Ah oui, mais je suis certaine que ce qu'on effet, ce qu'on disait sur le foot, c'est oui, en effet, les arrêts tous là, en consultation, il y a l'impression d'être avec les filles, et en demandant des chires de hanches ou de bras, parce qu'on leur a dit que si on se faisait opérer. Ouais, vivre le sport, c'est. Non, il y a rien. Ça dépend quel type de sport, il y a de mauvaises. Le sport, c'est ça fait saigner, t'as plus de genoux, t'as plus de ménis. Non, mais ça, je pense que c'est en train de changer parce que justement, quand tout le monde prend conscience un peu de ça, il y a ça change chez le public, le sportif, pas du très haut niveau. Même dans les équipes, on voit ici, faire passer un message de prévention, c'est hyper compliqué, ils n'ont pas le temps. C'est ça. On fait des bilans, si on analyse le mouvement, si on régule un petit peu, si on fait attention à l'alimentation, à plein de choses, on arrive à améliorer à la fois son plaisir, ses performances, et puis faire longtemps, le jeu, c'est de faire du sport longtemps. C'est quand même ça l'enjeu. Mais dans les équipes, ce sont la performance tout de suite, même si on sait que ça marche. Avec un problème d'éducation, on fait pas mal d'assistance avec le NSS.
Et le petit déj équilibré, c'est. Non, mais c'est vrai, on se bat vraiment contre des phénomènes de société, ouais. C'est l'UNSS, enfin, je dis l'UNSS parce que c'est le sport scolaire. Ça part de là. Ah non, moi je suis d'accord, il faudrait changer déjà le fonctionnement des villes pour qu'on bouge petit à petit, ce sera une meilleure action des sports santé. Il faut qu'on change les supermarchés parce qu'on est tous à aller dans les supermarchés, franchement, et encore même en tant que médecin, on voit tous les mensonges qui sont partout. Et c'est ça qui rend tout le temps. Et même nous, après, du coup, on va avoir une petite pourcentage de la population qui va venir nous voir. On va leur expliquer que globalement, ils ont tous tort. Enfin, je caricature un peu, mais c'est un peu vrai. On est tous confrontés à ça. Tout dans les supermarchés, c'est faux. Il y a marqué 100 gras, non, mais il y a plein de gras. Il y a marqué sans sucre, non, mais c'est pas bon. Du coup, oui, tout le monde, voilà, les gens finissent tous là. Ah, on peut pas bouger. Ben non, parce que et globalement, on se retrouve avec une petite pourcent de la population où peut-être on va peut-être lui enseigner, il va peut-être réussir à aller voir la diète, il va peut-être réussir à acheter des trucs chers et peut-être réussir à bouger chez le kiné. Mais à un moment, il y a un énorme problème de santé publique et c'est pareil pour le sport. Il faudrait faire du sport, faut militer pour cette image-là, ouais. Vraiment d'éducation, de quand on est tout petit à quand on est vieux. Là, Bruno, on a changé. Sauter le marché. Mais ouais. Mais à La Réunion, je pense qu'on n'est pas plus mal qu'en métropole. Parce que d'ailleurs, ouais, ça, toi, c'était métropole. Moi aussi, le pôle judo, j'étais à Rennes. Le pôle judo, en fait, ils se farcissent des écrans, des machins, des compléments. Voilà. À La Réunion, on est un peu plus nature. Ils mangent quand même un peu plus naturel. On arrive un peu à leur dire va faire des balades en montagne. Et puis, ils ont quand même un peu moins d'écran aussi. C'est peut-être une chance qu'on a encore ici. Ouais, c'est moins pire. J'avais été choquée parce que c'est pareil, quand même à l'INSEP. C'est récemment, ils sont en train de revoir ça découper les repas et tout ce qu'ils mangent tous au self. Et le self, c'est hallucinant. Enfin, c'est le paradis de la malbouffe, quoi. Et maintenant, ils sont en train de complètement changer, mais depuis quoi? Depuis 1 ou 2 ans, en fait, ils changent réellement. Alors que c'est pas de haut niveau, quand même. Non, déjà, moi aussi, je trouve que c'est pas du tout optimal. Parce que là, on se lance sur des topos, mais c'est pas du tout optimal. Mais après, quand tu regardes ce qu'ils font carrément au collège, c'est qu'ils ne mangent pas le matin, il y a un paquet de chips le midi, ils partent au sport sans avoir rien bu. Du coup, c'est mieux à l'INSEP où au moins tu as une compote de potes et un burger, quoi. C'est pas génial, mais c'est parce que on en est là. Attends, mais moi j'avais un gars, un ailier au top 14 du rugby, il est venu me voir, tout tac à tac, et il me dit ah ouais, mais alors il y a un truc. Pourtant, je fais vachement gaffe, je voulais perdre de la masse grasse et tout. Il me dit c'est peut-être l'alcool, hein. J'ai dit bah ouais, l'alcool ça se transforme en gras en fait, ça passe là. J'étais pas bien dans ma peau de jeune médecin, mais clairement ouais, j'ai des trucs à leur apprendre là. Et franchement, ailier top 14, quoi. Là, tu te dis, ah ouais, mais c'est un drame, quoi. Et en effet, ils font rugby, ils sont à fond, ils vont prendre je sais pas quoi, la glutamine, et je dis pas qu'ils sont tort. Mais après, c'est pour prendre 3 litres de rhum le samedi soir, c'est pas génial, quoi. Non, c'est vrai que faut toujours reprendre la base, ouais. Ouais, c'est vraiment l'éducation, ouais. Et l'éducation simple. Exactement, c'est l'éducation à la base quand on est petit. Dans toutes les écoles. L'éducation au cours, c'est partie de l'école. Dans les écoles. Oui, mais quand on propose aux écoles d'intervenir, bah non, c'est pas dans le programme, on n'a pas le temps. C'est compliqué. C'est ça. Excellente transition pour la journée de demain qui s'attachera au thème sport santé, auquel vous êtes tous invités, bien conviés. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur Zoom. La vidéo est enregistrée, on pourra la diffuser dans quelques jours.